Pour combattre la désinformation, il est important de partager des informations venant de sources fiables, comme les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. Vous aimez les chansons françaises? Retrouvez-nous du lundi au jeudi entre 14h et 15h sur IDFM Radio Anguin. Vos coups de cœur, nouveautés et grands classiques de la chanson française. Vos plus belles chansons françaises du lundi au jeudi entre 14h et 15h sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. L'accordéon très présent sur IDFM Radio Anguin. Retrouvez du lundi au vendredi entre 11h et 12h IDFM, accordéon, magazine, danse, convivialité, jeunesse, reportage, toutes les facettes de l'accordéon présentes sur IDFM Radio Anguin. Vous écoutez IDFM, il est 10h. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie sur Radio Anguin. Florence Sueur au micro, accompagnée de DJ Charlie à la technique. Et merci pour votre fidélité, que vous soyez en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie bien sûr, ou en web radio sur internet idfm98.fr ou alors en FM 98.0. Pour réécouter cette émission et donc toutes les informations et nos invités magnifiques, connectez-vous sur la chaîne YouTube bar de l'économie, c'est nouveau. Alors bien sûr, comme d'habitude, eh bien 5 minutes sur le Covid avec notre expert, le professeur Gilbert Deray, interviewé par Jean-Claude Durousseau, et puis 2 entretiens avec nos invités aujourd'hui. Tout d'abord, l'entreprise Talent avec Laurent Cervoni, le directeur de l'intelligence artificielle chez Talent. Il est également docteur en sciences appliquées. Talent est un acteur européen de référence dans l'accompagnement de la transformation des entreprises et bien sûr a une expertise reconnue dans différents métiers. Un chiffre d'affaires de 185 millions d'euros pour près de 2000 collaborateurs bien sûr installés un peu partout dans le monde. Et puis ensuite, nous ferons connaissance avec Paul Tronchon, président et fondateur d'ailleurs de Saveur et Vie, qui s'occupe depuis 20 ans de la livraison de repas à domicile pour les seniors. Mais tout de suite, eh bien, place à l'info du jour avec 5 minutes sur le Covid. 5 minutes pour comprendre le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, bonjour. Ça fait plusieurs semaines qu'on est en confinement et malgré tout, il y a des nouveaux cas. D'où viennent ces nouveaux cas? Effectivement, c'est une bonne question, puisqu'on sait que la période d'incubation, c'est censé être environ 2 semaines, maximum, hein, et que donc, logiquement, comme ça fait plus d'un mois qu'on est en confinement, ceux qui avaient le virus au moment du confinement, ils l'ont déclaré, et on ne devrait plus avoir de nouveaux cas. Alors, pour une minorité d'entre eux, si vous comptez 2 semaines d'incubation, et puis, pour certains, 3 à 4 semaines de maladie, on peut imaginer qu'effectivement, on soit encore dans les périodes des cas sous confinement, et pour la majorité, ce sont des nouveaux cas. Et c'est logique parce que le pays s'est pas complètement arrêté. Vous avez d'abord des gens qui travaillent, vous avez des gens qui prennent les transports en commun, vous avez des gens dans les grandes surfaces qui vous servent, une caissière, vous avez des gens qui vous apportent le courrier, et toutes ces personnes, en fait, sont en contact avec d'autres. Et donc, le virus est présent. On rappellera que le virus, il contaminait environ 3 à 4 personnes, peut-être même plus, pour une. Donc oui, on a ramené le chiffre, sans doute à 1 ou moins 2, mais pas à 0. 0, malheureusement, ça n'existe pas encore. Et donc, pour toutes ces raisons, le virus circule encore, et à un niveau tellement faible que pour l'instant, nos systèmes hospitaliers n'ont pas été submergés. En sortie de déconfinement, ce qui va poser problème, en fait, c'est ce qu'on appelle les présymptomatiques. En clair, c'est les gens qui sont en période d'incubation. Comment on va les repérer, ceux-là? En fait, on ne peut pas les repérer. Alors, on peut évidemment pas par définition les repérer, ils sont nombreux, probablement de l'ordre de 40% de l'ensemble des cas. C'est considérable. D'où l'importance, quand on va faire des tests de dépistage de la recherche du virus, de le faire chez tous ceux qui ont des signes et chez tous leurs contacts. Il est évident que si vous avez un papa, par exemple, qui a le virus, il faut aller regarder la maman et les enfants. C'est comme ça qu'on va dépister les contacts. Alors, il y en a sans doute, et les asymptomatiques, donc certains vont nous échapper, mais à ce moment-là, beaucoup moins. Ce qu'il ne faudrait pas,
c'est ne dépister que ceux qui ont des signes, car oui, on va avoir un problème qui va faciliter la circulation du virus. En plusieurs semaines d'épidémie, est-ce que maintenant, on comprend mieux quand même comment agit le virus, est-ce que maintenant il y a un protocole qui est en train de se dessiner, un protocole de prise en charge des patients Covid graves? Alors on a appris de façon extrêmement rapide, c'est très impressionnant dans la littérature sur le Covid, des milliers et des milliers de papiers, beaucoup de choses, beaucoup. On sait que les patients graves vont mourir d'un immense syndrome inflammatoire et d'une défaillance de tous leurs organes. On sait que le virus rentre dans ces organes. On sait que le virus, il va, entre autres, non seulement déclencher cette orage inflammatoire, mais aussi qu'il va rentrer dans les vaisseaux, il va abîmer les vaisseaux. Et il va ainsi déclencher, par exemple, des thrombus, des caillots dans les vaisseaux. Vous avez des personnes qui vont très bien et tout d'un coup, elles font une immense embolie, un pulmonaire. Ou alors, elles abîment les artères du cœur, le coronaire. Donc oui, on a compris beaucoup de choses. Alors c'est bien parce que, sur le plan de la prise en charge, on est plus attentif à certaines choses. Par exemple, on est plus attentif à l'électrocardiogramme pour voir si le cœur est en train de souffrir. Et ça déclenche des traitements. Ça peut être, par exemple, des anticoagulants. Ça peut être aussi des examens si le cœur va bien. Pareil pour le poumon. On va être très attentif à l'essoufflement et on va se dire, tiens, est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire une embolie pulmonaire? Est-ce que vous avez des traitements et du virus lui-même, c'est-à-dire ce qu'on va appeler des antivirales, qui sont en cours d'exploration? Pour l'instant, aucun traitement n'a fait la preuve formelle de son efficacité. Je voudrais souligner que depuis hier soir, apparemment, le remdesivir, on nous dit qu'il ne serait pas efficace. Alors attention, c'est une information qui circule, j'ai pas vu le papier original. Il a été mis et retiré immédiatement du site de l'OMS. Et enfin, on est en train de chercher des anti-inflammatoires puissants, des molécules qui vont s'attaquer aux cytokines et à l'orage inflammatoire. Attention, ça n'enlève rien de ce qu'on a dit, pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien, pas de corticoïdes, car au début de la maladie, ça va plutôt aggraver la maladie. Donc on progresse, je pense qu'on trouvera, il nous faut encore quelques semaines. Donc en fait, d'après ce que vous venez de nous dire, c'est pas un traitement miracle qu'on va avoir, mais c'est une stratégie de prise en charge qui se dessine, j'ai bien compris. Tout à fait ça, ce sera des antiviraux, j'espère, des molécules très performantes pour être anti-inflammatoires. Ce seront aussi des antibiotiques parce qu'il faut bien voir que le coronavirus, on se surinfecte et qu'ils vont traiter ces surinfections. Et ben voilà, on a encore appris plus de choses sur le virus, je vous remercie. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur la page de Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page. À demain. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Un virus effectivement qui fait peur. En tout cas, pour ma part, moi c'est jamais sans mon masque. À partir donc d'aujourd'hui ou en tout cas dès le 11, si vous allez dans la rue, portez vos masques et dans un magasin encore plus. Alors, on poursuit avec les infos du jour. 2 initiatives citoyennes. La première, à l'initiative d'un chef d'entreprise du Val d'Oise, un collectif d'habitants de Vauréal se concentre sur une collecte d'argent à travers une cagnotte en ligne sur la plateforme Litchi, L2ETCHI, pour soutenir financièrement les entreprises contraintes de fermer à cause des mesures de confinement. Donc, si vous voulez y participer, rejoignez sur Litchi. Ça s'appelle À Vauréal, je soutiens nos commerçants. Et c'est destiné aux restaurants, salons de coiffure, esthétique. Autre initiative, c'est par La Directe cette fois, à Cergy. Dans le cadre de La France Une Chance, les entreprises du Val d'Oise s'engagent. Elles sollicitent les entreprises qui souhaiteraient s'engager vers une démarche solidaire de dons de tablettes numériques et de PC pour venir en aide aux élèves en difficulté pour suivre une scolarité à distance. Donc si vous avez du matériel, contactez La Directe à Cergy. Et puis, rappel de BPI France, son numéro vert 09 69 370 240 pour traiter vos problèmes de trésorerie. Vous serez alors orienté vers leur direction régionale. Et sinon, vous pouvez aussi les contacter par mail sur bpifrance.fr et vous cliquez sur « Contactez-nous ». Alors, une initiative maintenant très intéressante pour la rentrée, c'est Dital, une entreprise auvergnate qui est en train de mettre au point un luminaire mixte éclairage et anti-coronavirus. En fait, un éclairage qui, quand on le souhaite, désinfecte le bureau la nuit. Nous serons confrontés au casse-tête de la désinfection des locaux pendant longtemps, explique Didier Proutot, le directeur général du groupe Dital dans son dossier de presse. L'originalité de cette lampe est qu'elle permet à la fois d'éclairer les bureaux ou les espaces accueillant du public, puis de désinfecter les surfaces la nuit ou lorsque les locaux sont vides. Le luminaire est baptisé
Quadro UVC Covid. Il est équipé de LED UVC. Le rayonnement d'ultraviolet permet de stériliser une surface en éliminant le caractère infectieux du virus. Le passage de la fonction éclairage à la fonction désinfection par les ultraviolets est automatique et peut se faire à distance. Des capteurs de présence permettent de désactiver les ultraviolets qui sont nocifs, je vous le rappelle, pour l'être humain. Donc, il n'est pas nécessaire de changer tous les luminaires d'un espace. Quelques exemplaires suffisent en fonction de la surface. Les prototypes sont en phase d'homologation avant une fabrication en mini-série cet été et des premières livraisons envisagées fin août, début septembre. Autre info du jour, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a annoncé que les droits à la retraite de base seraient générés pendant la période de chômage partiel auquel les 12,1 millions de salariés en France ont eu recours compte tenu de l'épidémie du coronavirus. Je rappelle que en France, un trimestre de retraite est acquis lorsqu'un salarié justifie d'une rémunération représentant au moins 150 fois le montant du SMIC horaire brut. Selon les derniers chiffres, 998 000 entreprises ont déposé des demandes de chômage partiel pour 12,1 millions de salariés et ce dispositif prévoit une indemnisation correspondant à 70% de leur rémunération brute horaire et une allocation pour les entreprises de 7,74 € par heure chômée pour celles employant jusqu'à 250 salariés et 7,23 € pour celles comptant plus de 250 salariés. Autre information du jour, le déconfinement. Les examens du permis de conduire automobile, donc le permis B, pourraient reprendre dès le 1er juin, d'après le Comité national des professionnels de l'automobile, alors que les candidats au permis moto et poids lourd pourraient repasser leurs examens à partir du 18 mai. Donc ceux du permis B, il faut attendre le 1er juin. Les auto-écoles pourront ouvrir dès le 11 mai, si elles sont équipées bien sûr, et dès le 18 mai, les candidats des permis poids lourd et moto, eh bien allez-y, vous allez pouvoir passer votre permis. Selon le ministère de l'Intérieur, c'est 120 000 candidats qui sont en attente de passer leur permis. Mais il faudra attendre la déclaration, bien sûr, cet après-midi du Premier ministre pour voir si votre département est en zone rouge, verte ou jaune, comme c'est annoncé. Autre information, c'est le plan de déconfinement pour la culture. Alors c'est entre bonnes nouvelles et interrogations pour les théâtres suite aux propos d'Emmanuel Macron, notre président de la République, hier. Donc il a annoncé des droits prolongés pour les intermittents du spectacle jusqu'en août 2021, mais toujours pas de date précise pour la nouvelle saison, malgré la tribune de plusieurs artistes intitulée « Monsieur le Président, cet oubli de la culture, réparez-le ». Il a donc annoncé la réouverture des librairies, des musées, des magasins de disques et des galeries d'art au 11 mai. Par contre, pour les salles de cinéma, de concert et de théâtre, elles restent vides et les spectacles seront bien sûr annulés. L'avenir reste donc noir pour toutes ces entreprises-là. Le président a indiqué que des fonds d'indemnisation seront mis en place en faveur des tournages de films annulés, sans préciser les budgets alloués, puisqu'un nouveau point d'étape sera proposé à la fin du mois. Enfin, Emmanuel Macron propose d'envoyer les artistes dans les écoles pour fournir du travail aux intermittents sous forme de commandes publiques, comme celle faite pour un chantier de travaux publics. Le président en appelle donc à l'inventivité des artistes pour aller chercher de nouveaux publics. Place maintenant à notre première pause musicale du jour et on revient à ce micro dans quelques secondes.
nous voici de retour. Vous avez entendu, c'était Kraftwerk pour cette pause musicale avec son titre, un des titres les plus connus, Radioactivité. Nous lui rendons hommage ce matin car le chanteur du groupe est décédé la nuit dernière. Alors aujourd'hui, première interview, premier entretien du jour. Bonjour Laurent Cervoni. Bonjour Florence, bonjour à tous. Alors, vous êtes directeur de l'intelligence artificielle chez Talent. Vous êtes également docteur en sciences appliquées. Donc, finalement, Talent est une entreprise internationale qui accompagne les entreprises dans la transformation. Mais finalement, l'intelligence artificielle va-t-elle être utile en mode déconfinement, Laurent Cervoni? Effectivement, donc Talent est une société de services et une société de conseil. Et nous nous sommes posé la question de l'usage de l'IA, notamment pour le déconfinement, puisque en fait l'intelligence artificielle est utilisée sous différentes formes dans le cadre de la crise que nous connaissons. Elle est intervenue très très en amont, puisque une société canadienne intitulée Blue Dot avait identifié des signaux faibles qui permettaient de penser qu'il y allait y avoir cette crise et avait signalé les centres de crise et l'OMS très tôt avant le démarrage de la pandémie. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée à la fois dans le domaine médical pour de différentes recherches, mais n'étant pas médecin, je ne rentrerai pas dans tous les usages qu'il y a de l'IA dans le domaine médical. Il y en a beaucoup, actuellement on pourra les évoquer, mais peut être aussi être utilisée pour aider les entreprises à préparer le déconfinement, comme vous l'évoquiez. En effet, le déconfinement pose un problème d'organisation qui est assez complexe, puisque, comme vous le savez, le gouvernement a donné un certain nombre de directives pour la reprise du travail dans les entreprises, avec par exemple la fameuse distanciation physique. Donc chaque collaborateur doit être finalement au centre d'une surface de 4 mètres carrés, puisqu'il doit avoir donc ses collègues, il doit y avoir 1 mètre de chaque côté. Et donc il faut déjà réorganiser les locaux. Alors, ça serait pas très très difficile. On pourrait prendre la surface, on divise par 4 et puis on obtient le nombre de collaborateurs. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué, vous vous en doutez, puisque si vous avez plusieurs étages dans un immeuble, vous avez un ascenseur dans lequel tout le monde ne peut pas rentrer à l'évidence en même temps. Vous avez un espace social où les gens doivent aller déjeuner le midi, mais ils ne peuvent plus aller déjeuner en même temps. Se pose un problème finalement mathématique qui est connu, qui est de comment faire rentrer des gens dans un espace donné, en tenant compte de ces contraintes, en tenant compte des flux d'arrivée qui sont évidemment plus compliqués puisque les gens ne pourront pas arriver, les collaborateurs ne pourront pas arriver tous en même temps, compte tenu des transports qui ne seront pas à 100%. Et donc, on a là une complexité qui se met en place pour les entreprises qui doivent arriver à organiser le flux des collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise, qui doivent occuper des locaux dans une plage horaire, donc il faut faire évoluer, pour avoir l'ensemble des collaborateurs au travail et d'autres évidemment en télétravail. Donc là, l'intelligence artificielle peut aider à modéliser cette difficulté et ce problème et proposer des solutions donc d'optimisation, d'affectation des collaborateurs, d'étalement des horaires et de positionnement des différentes personnes dans les locaux, bureaux, etc. En fait, c'est un des exemples. Par exemple, pour les tours, j'allais dire, pour une tour de bureau, c'est un casse-tête finalement. Ah ben oui, vous imaginez bien que dans les exemples qui ont été donnés, si vous avez un ascenseur de 8 mètres carrés, vous êtes supposé ne pouvoir mettre que 2 collaborateurs, 2 salariés à l'intérieur. Et donc vous avez calculé, s'il faut monter au 17e étage, combien de temps il faut pour que les salariés arrivent à leur bureau? Vous imaginez bien que le problème, d'ailleurs, si on appliquait toutes les règles, il est probable que on s'apercevrait qu'il n'y a pas de solution optimum qui permette de faire à tous les collaborateurs d'arriver à votre 17e étage, effectivement, parce que si vous mettez quelques minutes pour arriver et que vous devez faire rentrer 500 collaborateurs dans la fameuse tour, il est possible qu'il faille 10 heures. Donc, voilà, donc on a à peine le temps d'arriver que... Voilà. Okay. Donc il faut emmener son sac de couchage. Voilà, exactement. Donc là, effectivement, l'IA peut aider. C'est un problème d'allocation de ressources, de répartition de ressources, etc. C'est un problème d'emploi du temps, en fait, qui est connu depuis très très longtemps, sur lequel il y a des algorithmes mathématiques et l'IA est un des algorithmes qui peut permettre de proposer des solutions. Alors, vous avez des clients dans tous les domaines d'activité des entreprises en France et à l'international. Finalement, le confinement, il a révélé que le télétravail fonctionnait bien. C'est bien ça, Laurent Cervoni ? Oui, tout à fait. Alors juste, je reviens sur le dernier point et puis je passe sur le télétravail. En fait, chez Talent, donc, on a un centre de recherche
dont je m'occupe qu'avec deux collègues, Sam Kalfaoui et Sana Miri. Et dans ce centre de recherche, on a affecté des collaborateurs qui travaillent justement à cette réflexion sur comment préparer le déconfinement, mais aussi donc là j'ai évoqué ce problème mathématique, mais aussi en termes d'organisation, de ressources humaines, etc. Et donc on a toute une équipe qui réfléchit là-dessus, à construire une offre autour des impacts RH, des impacts métiers, etc., que peut avoir la sortie du confinement, parce que vous le savez comme moi, le 11 mai n'est pas une date en réalité où tout va changer. C'est une étape progressive qui va se mettre en place dans les semaines. Oui, d'autant qu'il faut laisser au service ressources humaines le temps de donner des attestations à tous les salariés. Exactement. Donc il y a effectivement plein de points à résoudre. Mais des entreprises vous ont, alors pour finir sur ce que vous nous dites en conclusion, des entreprises vous ont demandé de modéliser l'entrée et la sortie des salariés finalement. C'est ça que je comprends. En fait, oui, on nous a demandé, donc des entreprises nous ont demandé de les aider à préparer cette sortie du confinement et de les accompagner dans la réflexion avec tous les enjeux qui vont donc de la logistique, les canaux aussi avec leurs clients évoluent évidemment. Vous ne pouvez plus livrer les clients comme vous le faisiez avant, les problématiques de transport puisque tous les transports ne sont pas revenus à la normale, etc. Donc il y a vraiment un ensemble d'enjeux qui sont extrêmement complexes à modéliser et sur lesquels il faut trouver des solutions. Alors pour le télétravail, vous avez raison de le souligner, historiquement en France, en tout cas jusqu'en 2019, le télétravail, bien qu'assoupli dans la législation sur le droit du travail, était assez peu utilisé. Le télétravail était utilisé par à peu près 3% de collaborateurs en France, donc de télétravailleurs réguliers, plus autour de 4% de télétravailleurs occasionnels. Des gens, vous savez, qui prennent une journée par-ci par-là en disant à leur manager, je serai en télétravail demain ou après-demain, et puis qui prenaient une journée par-ci par-là. Donc au total, on était autour de 7%. Et du jour au lendemain, le mi-mars, se retrouve la totalité de la France, ou en tout cas une grosse partie de ces travailleurs-là, en télétravail. Donc on passe de 7% à 70% depuis le 16 mars. Donc évidemment, les entreprises ont dû s'adapter, ce qui n'était pas une mince affaire. Les réseaux informatiques, la question s'est posée de savoir si les réseaux étaient capables de supporter la charge d'autant de gens connectés à distance, parce que il y a évidemment tous ceux qui étaient connectés, plus tous ceux qui regardent la télé sur Internet, etc. Et donc, il y a eu une explosion des connexions à distance, et puis une modification profonde du travail, puisque le fait de travailler à distance, ça s'apprend, c'est pas quelque chose que tout le monde n'a pas l'habitude de travailler à distance. Il faut arriver à séparer la vie privée et la vie professionnelle. Vous voyez, quand vous êtes dans une petite surface, si vous avez votre ordinateur qui est au pied du lit, finalement, vous êtes à la fois chez vous et en même temps en train de travailler. Et cette confusion n'est pas toujours facile à gérer. Et puis, il y avait ceux qui ont les enfants aussi à la maison qui devaient intégrer ça. Donc, il y a eu à la fois pour les salariés cette difficulté, et puis pour les entreprises, d'avoir tous les collaborateurs à distance, alors que il fallait organiser des réunions, il fallait organiser les points réguliers d'avancement de projet, etc. Ça a été, je pense, pour beaucoup d'entreprises qui n'y étaient pas préparées, une sorte de choc culturel. Surtout les entreprises qui sont gérées de manière un peu pyramidale, où le manager, il aime bien voir ses collaborateurs autour de lui, vérifier physiquement si les gens sont là, s'ils travaillent, etc. Il y a beaucoup d'entreprises où c'est encore comme ça. Eh bien, ces entreprises-là, elles ont découvert qu'on pouvait travailler à distance et qu'on était aussi efficace, sinon plus. Parce que quand on travaille à distance, eh bien, finalement, d'abord, on économise le transport. Vous avez plein de gens, que ce soit en région parisienne ou autre, qui mettent plus d'1 heure pour aller au travail le matin et autant le soir. Donc, déjà, vous économisez dans votre vie 2 heures de transport, voire parfois plus. Et puis, parce que vous êtes dans un état d'esprit qui est souvent plus favorable pour travailler. Donc, le télétravail a démontré son efficacité. Alors, je retiens 2 choses de ce que vous venez de dire. Donc, déjà, on voit que finalement, la France s'est mise à travailler comme aux États-Unis, ce qu'on appelle le homework. Donc, ma première question, ça va être, pensez-vous que on va pouvoir en France publier des annonces en disant carrément, maintenant, on cherche des gens en télétravail en partie à domicile? Et puis, deuxièmement, est-ce que vous pensez que ça va changer, puisque vous avez des clients, des gros clients, j'allais dire des grosses entreprises dans différents domaines comme la finance, l'énergie, le transport, l'industrie, les télécoms ou l'assurance. Est-ce que vous pensez que justement ce système de management pyramidal va exploser? En tout cas, c'est souhaitable. Si je ne voudrais pas faire de prédiction, je ne suis pas un Nostradamus de l'emploi, mais je pense qu'effectivement, d'abord,
comme on le voit, le confinement ne s'arrête pas le 11 mai. Donc de toutes les manières, les entreprises, jusqu'à fin mai, pour la plupart d'entre elles, qui vont suivre les directives gouvernementales, en tout cas dans le domaine du service, dans le domaine de beaucoup d'emplois qui peuvent être menés à distance, vont rester jusqu'au 31 mai pour une grande partie en télétravail. Et par la suite, sur le mois de juin, les collaborateurs vont pas massivement retourner à leur bureau, d'une part parce que probablement il y aura encore quelques inquiétudes sur les transports. Je pense que beaucoup de gens n'auront pas envie de s'entasser dans les transports. Ils ont vécu encore une fois une autre forme de travail et ils s'aperçoivent de l'efficacité. Et les entreprises vont s'interroger aussi sur finalement des économies qu'elles peuvent réaliser en termes de surface de bureau. Si vous avez la possibilité de faire travailler des gens à distance dans des conditions tout à fait normales et d'avoir une efficacité qui est aussi importante, pourquoi avoir des locaux coûteux dans Paris ou à d'autres endroits alors que vous pouvez répartir ces coûts-là, puisqu'il y a quand même un choc économique qui est aussi à gérer pour les années qui viennent. Donc, je pense que les entreprises vont intégrer le télétravail beaucoup plus qu'il ne l'était. Encore une fois, on était à 7%, on est passé à 72%. Évidemment, la réalité, l'équilibre va être entre les deux. Mais il est fort probable, là je pense ne pas me tromper, en disant qu'on ne va pas redescendre à 7%. On va être probablement à un chiffre supérieur. Ça permet aux entreprises de faire des économies, d'avoir une meilleure efficacité, de réduire les temps de transport, d'avoir une empreinte carbone à partir du moment où vous réduisez le transport qui est favorable, parce que là aussi l'empreinte écologique, on s'est aperçu quand même que cette crise, elle a quand même eu, je dirais malheureusement, mais là, c'est le côté positif, oui, c'est l'empreinte écologique. On a vu que l'empreinte écologique est quand même, pour le coup, là, c'est vrai que l'économie est un peu atteinte, mais enfin même largement atteinte, mais il y a cet aspect positif aussi, donc sur la diminution des transports. Et de nombreuses entreprises se posent la question justement de se dire finalement je peux peut-être faire des économies sur les locaux. Du côté des salariés, beaucoup aussi se sont posé la question en se disant je suis enfermé dans 30 mètres carrés dans le centre de Paris. Alors je parle pour ceux qui sont dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou d'autres, Marseille ou d'autres grandes villes, se dire pourquoi est-ce que je me mettrais pas en périphérie. Finalement je peux être, si je suis en télétravail, vous savez que historiquement les gens cherchent un emploi et la maison qui soit à une distance qui soit autour de, je crois, c'est 45 minutes ou quelque chose comme ça. Il y a des statistiques là-dessus. Et bien finalement, si vous pouvez faire du télétravail, vous pouvez prendre une maison qui est à une distance supérieure à 1 heure de votre lieu de travail régulier. Si vous avez juste à aller à Paris, par exemple, dans le cadre de la région parisienne, ce qu'il y a de pire en déplacement. Si vous pouvez n'y aller que 2 fois dans la semaine, eh bien vous pouvez du coup résider un peu plus loin. Et donc ça va changer aussi d'ailleurs, probablement, on le voit déjà, l'impact sur l'immobilier où les gens se posent la question sur la façon dont ils pourraient faire évoluer leur recherche immobilière. Alors, autre sujet, c'est Laurent Cervoni qui m'intéresserait, c'est parce que chez Talent, vous travaillez beaucoup avec les écoles. Comment ça va se passer pour les étudiants qui sont en contrat ou qui recherchent des contrats en alternance ou pas? Quelle est la politique du coup avec ce confinement? Alors écoutez, déjà, du côté des écoles, donc on est effectivement en contact avec plusieurs écoles, Télécom Paris Tech, l'Institut Léonard de Vinci, avec notamment le MBA Intelligence Artificielle, qui d'ailleurs se termine dans quelques semaines. Là, la première promo du MBA va sortir au mois de juillet. Toutes ces institutions se sont mises, elles aussi, en confinement avec des enseignements et des formations à distance. Et l'ensemble de ces étudiants se trouvent à suivre des cours à distance. Bon, des fois, ça montre un petit peu, ça a des limites, parce que là, effectivement, quand vous avez un amphi et que vous devez retrouver votre amphi en virtuel dans une application à distance, là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tous les cas, du côté de Talent, vous voyez, par exemple, dans la semaine prochaine, j'interviens dans une école donc à distance, où je ferai une présentation des activités de talent et de recherche de stagiaires. Et donc, on poursuit, nous, notre activité, je dirais, normalement. Simplement, on est je dirais, en virtuel, dans le sens où on les rencontre par le truchement donc d'une application vidéo. Et donc, pour nous, le recrutement de stagiaires, d'alternants, etc., n'est pas réellement impacté. C'est-à-dire qu'on a d'ailleurs aujourd'hui des doctorants chez Talent
qui continuent leur travail. On a des collaborateurs qui sont en alternance et qui continuent à travailler dans le cadre de leur projet. Le fait d'être en télétravail, ce sont des collaborateurs finalement comme les autres, hein, donc ils poursuivent leur mission de la même façon. Et à partir du mois de septembre, qui est probablement la date réelle de retour à une activité à peu près normale, septembre-octobre, eh bien on aura des recrutements de collaborateurs en alternance ou de doctorants qui viendront nous rejoindre, et on continuera les formations telles qu'on le fait avec ces écoles, encore une fois la semaine prochaine avec Télécom ParisTech ou le MBA Léonard de Vinci qui reprend, je crois, en novembre. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle et un espoir pour tous les étudiants en recherche, bien sûr, de stage ou de contrat en alternance. Alors, dernière question, Laurent Servoni. Je rappelle que vous êtes directeur de l'intelligence artificielle chez Talent. Le président a dit choc massif, le Premier ministre effondrement de l'économie. Comment voyez-vous l'avenir? L'entreprise après? Comme le dit une expression, les prédictions sont toujours dures quand il s'agit du futur. Oui, mais donc, malheureusement, vous êtes dans vous vous occupez d'intelligence artificielle, donc je vous pose la question. Vous avez raison. Effectivement, la crainte serait que d'avoir le monde d'après qui soit identique au monde d'avant. Et ça, c'est évidemment impensable. On peut pas avoir un tel choc sur l'économie et se dire que ça n'aura aucun impact et aucune évolution sur l'emploi. Déjà, on le voit dans ce que l'on a vécu avec les difficultés, par exemple en termes de médicaments, en termes de masques à se procurer, se pose quand même la question légitime de rapatrier sur le territoire national tout un ensemble d'activités qu'on avait externalisées, plutôt qu'on avait délocalisées. Donc une relocalisation des emplois paraît logique. Par ailleurs, une évolution des emplois, parce que des secteurs comme l'hôtellerie, le tourisme et la restauration, ou aussi d'ailleurs le milieu artistique là, que vous évoquiez tout à l'heure sur votre chaîne, vont avoir du mal à retourner à la normale, et il va falloir plusieurs semaines, sans doute même plusieurs mois. Plusieurs mois. Donc là, il va y avoir une évolution des métiers, et d'autres métiers vont avoir besoin d'activité. Par exemple, le monde du bâtiment, c'est quelque chose qui ne peut pas être délocalisé. Et donc, typiquement, relocaliser tout ce qui est rénovation énergétique et réflexion sur la construction et le monde du bâtiment, qui est typiquement non délocalisable, là, il va y avoir probablement, dans les mois et années qui viennent, un regain d'activité et donc des emplois qui vont se créer. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, certains métiers vont sans doute être amenés à disparaître, ou en tout cas vont avoir du mal à retrouver le plein emploi, hein. Typiquement la restauration, l'hôtellerie et le tourisme, ce sont des métiers qui sont en grande difficulté aujourd'hui, et on a du mal à imaginer que ça soit dans les prochaines semaines, puisque le monde de l'aviation aussi n'aura pas un retour à la normale avant plusieurs mois, et même probablement encore une année avant qu'il y ait un retour à la normale dans ce domaine-là. Donc, ce qui veut dire que pour que le tourisme retourne à une situation de plein emploi, enfin du même niveau d'emploi, il faudra très 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 longtemps. Donc du coup, il va y avoir des basculements et une évolution de l'emploi de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je pense que notamment les métiers du bâtiment vont connaître une explosion. Le monde du numérique aussi, puisque on a là pour le coup c'est celui sur lequel on est quand on fait du télétravail. Pour le coup, il s'est pas arrêté, lui, au contraire. Oui, voilà. Donc lui, il a une explosion, et donc là il y a une grosse demande. Mais par exemple, vous voyez, dans la cybersécurité, on a beaucoup parlé de ces applications qui permettent de se connecter à distance. Là, dans le domaine du numérique, la cybersécurité, le conseil aux entreprises, ce sont des activités qui, elles, ne vont pas baisser et qui ont la chance de se dérouler sur notre territoire. Donc finalement, c'est vrai qu'on connaît une dépression économique, c'est une évidence, mais il peut y avoir une transformation des emplois derrière, avec aussi une évolution d'emplois plus écologiques, avec une empreinte écologique plus favorable, etc. En tout cas, c'est ce qu'il faut espérer, parce que si toute cette crise n'aboutit pas à ça, ça serait extrêmement malheureux. Préjudiciable pour l'économie. En tout cas, merci pour ce sentiment, Laurent Servoni. Je rappelle que vous êtes directeur d'intelligence artificielle chez Talent. Je retiens que pour vous, finalement, il faut espérer la relocalisation de l'emploi, et donc on en appelle à la responsabilité des chefs d'entreprise et des conseils d'administration, finalement. Bon, on va vous souhaiter un très bon déconfinement, si je puis dire, ou très bon confinement, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous allez garder ce mode de télétravail à distance pour vous-même, hein, Laurent Servoni. Tout à fait. Et puis, on va vous souhaiter une très belle journée et à bientôt sur notre antenne.
Merci beaucoup Florence, c'était un plaisir. Et puis je vous propose tout de suite une nouvelle pause musicale. Au revoir Laurent Cervoni et très bonne fin de semaine. Je propose une nouvelle pause musicale avec notre DJ Charlie. De retour, c'était une musique de notre DJ Charlie et au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Deuxième entretien du jour, c'est avec Paul Trochon, président fondateur de Saveurs et Vie. Bonjour Monsieur Trochon. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Saveurs et Vie. Auparavant, vous étiez directeur de l'alimentation et de la nutrition pour l'AP-HP, c'est-à-dire l'Assistance des hôpitaux de Paris. Comment vous est venue l'idée de fonder votre société Saveurs et Vie? Oui, ça me ramène quelques années en arrière. Hein, une vingtaine. Voilà. Absolument, 20 ans. Voilà, l'idée tout simplement est venue parce que à l'intérieur des hôpitaux, pour m'occuper beaucoup d'alimentation et de nutrition des personnes fragiles, voire très fragiles, on se rend compte à quel point l'alimentation est clé dans le rétablissement des patients dans la période de convalescence, et particulièrement sur les personnes âgées et handicapées. Et j'ai pris conscience de la problématique de la dénutrition de ces patients. Donc, tout naturellement, étant plutôt un professionnel de l'alimentation qu'un professionnel de santé, ayant acquis quelques données justement dans le monde de la santé à l'Assistance publique hôpitaux de Paris, j'ai pu lancer Saveurs et Vie avec une vision de dire qu'il faut absolument être accompagné pour les sorties d'hospitalisation avec un professionnel de santé alimentation, et les premiers recrutements de Saveurs et Vie ont été des diététiciens. Et ensuite, de pouvoir, en dehors des conseils, livrer des repas, plaisir et équilibrés, variés, au domicile. Et l'offre, à l'époque, n'existait pas. Il n'y avait rien, c'est vrai. Et encore aujourd'hui, existe très peu. Très peu. C'est-à-dire que, justement, on a bien besoin de vos conseils alimentaires pour les plus âgés, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on conseille à nos parents pour bien se nourrir, pour qu'ils récupèrent toute l'énergie quand ils mangent, puisque moi j'avais cru comprendre que les personnes d'un certain âge n'absorbaient que 75% des calories par rapport à des plus jeunes. Oui, alors la première idée reçue, justement, c'est qu'il faut manger autant qu'un adulte. Donc ça, c'est la première dimension. Il ne faut pas moins manger quand on avance en âge. C'est une vraie mauvaise idée reçue qui perdure. Donc Donc les personnes âgées, je répète ce que vous venez de dire, les personnes âgées qui mangent par exemple un potage le soir et un fruit, c'est mauvais. C'est mauvais pour leur santé. Ce n'est pas suffisant. Ce que l'on fait parce qu'elles n'ont pas envie, forcément, ce que vous avez dit, il y a également une autre contrainte importante, c'est qu'effectivement, en matière d'ingestion,
avec l'âge, c'est beaucoup moins facile pour un tas de raisons, qui est vraiment multifactoriel, l'envie, mais aussi les papilles sensorielles qui s'émoussent, mais aussi, etc., etc. Et aussi la capacité d'absorption qui effectivement diminue. Donc il faut autant de calories. Et comment on fait? Tout simplement, même si c'est difficile au sens de la réalité, mais simplement on enrichit les aliments. Donc même si vous avez, par exemple, comme vous l'avez dit, une soupe et un dessert pour élargir la notion du fruit du soir, eh bien il va falloir prendre une soupe enrichie, donc mettre des calories dedans, et pas des calories vides, mais par exemple du gruyère râpé, évidemment, mais aussi du pain qu'on peut mettre, etc., qu'on va devoir ajouter finalement à cet élément qui fait quand même envie, la soupe. Et deuxièmement, le dessert, plutôt que ce soit un dessert lacté et qu'il y ait aussi une dimension donc protéines et sucre dans le dessert. Alors, expliquez-nous un petit peu jusqu'où, avec Saveur et Vie, on peut se faire livrer si on veut vous commander. Comment on peut travailler avec vous si on est un particulier, à la limite, et qu'on ne sort pas forcément d'hospitalisation? Alors, c'est tout simple. On n'a qu'à, évidemment, soit aller sur le site internet Saveur et Vie et commander directement en ligne, et parce que les personnes âgées, bien évidemment, sont beaucoup plus à l'aise avec le téléphone, c'est l'axe prioritaire qui est le 01 41 733 2 fois. Et dans ce cas-là, on a une diététicienne en ligne et on parle de son problème, bien sûr, et on est livré soit le lendemain, soit en 48 heures, selon l'endroit où on se trouve en France. Donc vous pouvez livrer, je répète, partout en France, et c'est ça l'avantage. Et en plus, vous avez un contact téléphonique, ce que préfèrent, comme vous l'avez dit très justement, les personnes plus âgées, puis d'une manière générale, tout le monde, c'est quand même plus agréable. Alors, le confinement, pour vous, ça a été finalement un regain d'activité, j'imagine. Alors, vous avez livré combien de repas en plus depuis le confinement? Ou est-ce qu'au contraire, pour vous, le confinement a été une source d'inquiétude? Alors, le confinement, ça a été les deux. À la fois un grand afflux de demandes dans nos clients habituels, le fait que, comme ils ne pouvaient pas se déplacer, ceux qui commandaient quelques jours dans la semaine, parce que Saveur et Vie est là aussi pour pouvoir complémenter le quotidien, finalement, eh bien là, ils nous ont demandé de venir 7 jours sur 7 et pour tous les repas de la semaine, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc, une grosse augmentation d'activité liée à nos clients. Et deuxièmement, bien sûr, des clients, des patients ou des personnes âgées qui ne pouvaient pas aller sortir et avoir accès aux courses classiquement, qui sont venus prendre des repas chez Saveur et Vie. Donc une augmentation qui est de plus de 60-70%. Donc on est passé de 6 000 repas jour à 10 000 repas jour. Et en fait, je pense que vous allez pouvoir peut-être garder ce rythme, vous pensez, pour le futur? Alors effectivement, on se prépare au déconfinement. Le déconfinement va être beaucoup plus lent pour les personnes âgées. Elle est source de questionnements, d'angoisse, de situations aussi qui demandent encore ce type de service. Donc on pense qu'effectivement, on va avoir une partie à jouer au niveau du déconfinement importante qualitativement et quantitativement vis-à-vis de nos clients. Et ensuite, on a également les sorties d'hospitalisation qui sont nombreuses, qu'on a commencé depuis 15 jours à voir de façon beaucoup plus importante et qui vont effectivement s'intensifier avec le fait de pouvoir garder les gens qui ont eu justement pour certains le Covid en confinement à domicile. Donc ça, c'est une dimension assez importante de notre activité aujourd'hui. Et donc là, vous avez des contrats en direct avec des hôpitaux ou des cliniques? Comment faites-vous? On a surtout le fait que les hôpitaux et les cliniques avec qui on travaille depuis très longtemps, eh bien, nous préconisent dans les sorties d'hospitalisation avec les patients qu'ils ont aujourd'hui dans leur service, parce qu'ils savent
que la prise en charge nutritionnelle pour des gens qui sont restés longtemps à l'hôpital avec des problématiques pour certains assez fortes, forcément ont accentué la problématique de la dénutrition. Donc, on a besoin d'une convalescence et donc il y a peu d'opérateurs comme Saveur et Vie qui remplissent ces deux fonctions. Donc ça, c'est une dimension. La deuxième dimension, c'est qu'on est aussi présent dans les villes en tant que prestataire de services pour les villes sur le maintien à domicile, et donc le portage de repas à domicile est un élément majeur. Et là, également, les villes sont enclins aujourd'hui à nous envoyer beaucoup plus de monde, bien évidemment, dans cette période de confinement, pour pouvoir sécuriser les personnes fragiles dans leur domicile. Mais alors, comment faites-vous pour livrer? Par quel système? Est-ce que ce sont des livreurs en direct? Et puis sinon, comment faites-vous pour les protéger, les livreurs? C'est vrai que la partie sécuritaire a été effectivement très importante. On a démarré les opérations de protection de l'ensemble du personnel très tôt, ce qui nous a permis de faire cette montée en charge, d'ailleurs, extrêmement importante pour une PME comme nous. On a donc évidemment mis en application très vite évidemment les gestes barrières, évidemment le port du masque. On a réussi à avoir des masques très tôt grâce aux villes d'ailleurs, et je les en remercie pour lesquelles nous sommes prestataires de services. Également, on avait bien sûr des stocks déjà de solutions hydroalcooliques. Donc tout ça a été mis en place très tôt. Beaucoup de sensibilisation auprès des personnels, la mise en place de pompiers volontaires sur nos sites, ceux qui nous entraînaient pour les gestes de premier secours que l'on a pris là pour les gestes barrières. Donc ça a été un vrai sujet d'attention et toujours aujourd'hui d'attention de l'entreprise, la sécurité, à la fois pour nos salariés, pour qu'ils viennent travailler, pour qu'ils soient en sécurité pour venir travailler, et évidemment pour nos bénéficiaires, pour nos clients, pour ne pas les mettre en danger. Donc ça, on continue sur cette lancée qui est une expérience maintenant de plus de 8 semaines. Donc du coup, on est rodé à tout ça. Et deuxièmement, bien sûr, on s'attend à une montée en charge et une consolidation du système, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on a besoin de prestataires comme nous pour pouvoir rassurer et sécuriser les gens fragiles au moment du déconfinement. Oui, parce que c'est important, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, Paul Tronchon, je rappelle que vous êtes le fondateur de Saveur et Vie, c'est que vous faites des repas finalement à la carte, si j'ai bien compris. Et donc, vous enrichissez finalement les aliments pour les personnes plus fragiles au niveau de la santé, de manière à ce qu'elles gardent une bonne santé. C'est bien ça, on peut avoir un menu à la carte, en fait. Absolument. Donc, le principe de Saveur et Vie, c'est de dire que pour lutter justement concernant cette fragilité autour de l'alimentation, quand on est en maintien à domicile d'ailleurs, et puis qu'on commence à plus avoir envie de manger, ou quand on sort d'une hospitalisation ou d'un épisode qui nous a fragilisés, eh bien, on a besoin de se requinquer, on a besoin justement d'alimentation. Et ce qui fait consommer, le premier élément qui fait consommer quelqu'un, c'est le plaisir. C'est le plaisir de manger. Donc, le premier élément du plaisir, c'est le choix. Donc, il faut déjà avoir envie des aliments et donc, du coup, pouvoir les choisir et de le faire à la carte. D'où le fait d'avoir un menu du jour équilibré tous les jours sur plusieurs semaines afin qu'il n'y ait pas de répétition. Mais aussi, si on n'aime pas ce menu du jour, comme au restaurant, eh bien, on choisit à la carte. Tout simplement, quoi. Tout simplement. Et ça, cet élément clé est essentiel ensuite dans la consommation des gens. Ensuite, le conseil diététique, je finis par là parce que vous m'avez posé la question sur l'enrichissement. Le conseil diététique vient ensuite pour évidemment ajuster, adapter cette situation de choix et le conseil à la personne pour l'orienter vers une solution qui lui va en fonction des problèmes de santé qu'elle a donnés. Et en principe, la très très grande majorité des gens que l'on sert ont une problématique de manque d'alimentation. On va dire 80% à peu près de la population que l'on sert aujourd'hui est dans une situation à avoir quelques difficultés à manger. Donc il faut effectivement plutôt penser à l'enrichissement de la solution plutôt que évidemment
de traiter la problématique générale de nutrition qu'on a quand on parle de nutrition en principe, qui est l'obésité. Je reviens sur ce que vous venez de dire, c'est énorme le chiffre. 80% des personnes fragiles au niveau de la santé sont en dénutrition, c'est ce que vous venez de nous annoncer. Non, ils ne sont pas en dénutrition, ont potentiellement un risque autour de cette situation parce qu'elles ont une fragilité, tout simplement. Tout simplement. Potentiellement un risque, voilà. Et les gens dénutris dans les critères de dénutrition et de risque de nutrition, on parle plutôt de 60%. On fait des études précises sur ce sujet-là à travers des projets de recherche que l'on a justement sur le niveau de risque de dénutrition et de traitement de la dénutrition des gens qui sont à domicile, donc à travers une grande étude qu'on a mis en place avec l'INRA notamment, le CHU de Dijon, une autre aussi également avec la PHP. La première s'appelle Renaissance et on a effectivement une valeur de l'ordre de 60% de patients à risque ou dénutris dans les services de portage de repas à domicile. Et donc, il faut absolument traiter cette situation-là. Alors, pour finir, en conclusion, c'est Paul Trochon, s'il vous plaît, je rappelle que vous êtes fondateur de Saveurs et Vie. Combien ça coûte de prendre un abonnement à Saveurs et Vie pour se faire livrer ces repas? Le repas de midi coûte 14,60 € et le repas midi plus soir 18,90 €. Et alors, on peut se faire livrer vous livrez plusieurs repas sur une journée ou bien est-ce que c'est tous les jours que vous apportez le repas? Alors, dans certains lieux, on livre tous les jours. Dans d'autres, on livre 2 fois par semaine. Et à ce moment-là, on garde au réfrigérateur les plats qu'on a livrés le jour J. Voilà, pour terminer, Paul Trochon, vous allez nous rappeler le site sur lequel on peut aller vous contacter et commander ou voir les menus. Alors, le site, c'est le nom de la société, saveursevie.fr. Voilà, tout simplement. Le numéro, voilà, de téléphone, c'est le 01 41 733 2 fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui par téléphone. On va vous souhaiter bonne fin de confinement et puis bon courage pour la livraison de tous ces repas. Je vous emmène tout de suite en musique, faire une petite pause avant notre lecture du jour. C'était donc notre pause musicale sur IDFM Radio Anguin au bar de l'économie. Place maintenant à la lecture du jour avec Dominique Flora qui nous lit un extrait de L'élégance du hérisson de Muriel Barbery qui est paru chez Gallimard et vous avez peut-être d'ailleurs vu le film. Dominique, bonjour. Bonjour. On vous écoute, place à ce magnifique roman. Alors c'est un roman en fait qui est sorti en 2006, qui a eu de nombreux prix. Vous l'avez dit, qui a fait le film en 2009, Le Hérisson, qui a été joué par Josiane Balasco. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, le personnage principal est une concierge qui vit son métier avec pas mal de décalage. Et je vais vous lire le passage qui s'appelle « Les miracles de l'art ». Je m'appelle René, j'ai 54 ans. Depuis 27 ans, je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un bel hôtel particulier avec cour et jardin intérieur, scindé en 8 appartements de grand luxe, tous habités, tous gigantesques. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette. J'ai des oignons aux pieds et à en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Je n'ai pas fait d'études et toujours été pauvre, discrète et insignifiante. Je vis seule avec mon chat, un gros matou paresseux, qui n'a pour particularité notable que de sentir mauvais des pattes lorsqu'il est contrarié. Lui comme moi, ne faisons guère d'efforts pour nous intégrer à la ronde de nos semblables. Comme je suis rarement aimable, quoique toujours poli, on ne m'aime pas, mais on me tolère tout de même parce que je corresponds si bien à ce que la croyance sociale a aggloméré en paradigme
de la concierge d'immeuble que je suis un des multiples rouages qui font tourner la grande illusion universelle, selon laquelle la vie a un sens qui peut être aisément déchiffré. Et puisqu'il est écrit quelque part que les concierges sont vieilles, laides et revêches, il est aussi gravé en lettres de feu au fronton du même firmament imbécile que les dites concierges ont des gros chats velléitaires qui somnolent tous les jours sur des coussins recouverts de thé au crochet. À semblable chapitre, il est dit que les concierges regardent interminablement la télévision pendant que leurs gros chats sommeillent et que le vestibule de l'immeuble doit sentir le pot-au-feu, la soupe aux choux ou le cassoulet des familles. J'ai la chance inouïe d'être concierge dans une résidence de grand standing. Il m'était si humiliant de devoir cuisiner ces mets infâmes que l'intervention de M. Debreuil, le conseiller d'État du premier, qu'il dut qualifier auprès de sa femme de courtoise mais ferme, et qui visait à chasser de l'existence commune ces relents plébéiens, fut un soulagement immense que je dissimulai du mieux que je le pus sous l'apparence d'une obéissance contrainte. Mais c'était 27 ans auparavant. Depuis, chaque jour, je vais chez le boucher acheter une tranche de jambon ou de foie de veau, que je coince dans mon cabas à filet entre le paquet de nouilles et la botte de carottes. J'exhibe complaisamment ces victuailles de pauvres, rehaussées de la caractéristique appréciable qu'elles ne sentent pas, parce que je suis pauvre dans une maison de riches, afin d'alimenter conjointement le cliché consensuel et de mon chat Léon, qui n'est gras que de ces repas qui auraient dû m'être destinés et s'empiffre bruyamment de cochonailles et de macaroni au beurre, tandis que je peux assouvir sans perturbation olfactile et sans que personne en suspecte rien mes propres inclinaisons culinaires. Plus ardue fut la question de la télévision. Du temps de mon défunt mari, je m'y fis toutefois parce que la constance qu'il mettait à le regarder m'en épargnait la corvée. Dans le vestibule de l'immeuble parvenaient des bruits de la chose et là suffisait à pérenniser le jeu des hiérarchies sociales, dont Lucien trépassé, je dus me creuser la tête pour maintenir l'apparence. Vivant, il me déchargeait l'inique obligation, mort, il me privait de son inculture, indispensable rempart contre la suspicion des autres. Et l'apparition des cassettes vidéo, puis plus tard du dieu DVD, changea encore plus radicalement les choses, dans le sens de ma félicité. Comme il est peu courant qu'un concierge s'émoustille devant « Mort à Venise » et que de la loge s'échappe du malaire, je tapai dans l'épargne conjugale si durement amassée et acquis un autre poste que j'installai dans ma cachette, tandis que, garante de ma clandestinité, la télévision de la loge beuglait sans que je l'entende des insanités pour cerveau de prêtre, je me parmais les larmes aux yeux devant les miracles de l'art. Merci beaucoup Dominique Florin, un des portraits saisissants à lire donc dans Le Hérisson paru chez Gallimard, ce fameux film joué avec Josiane Balasco. En tout cas, cette émission s'achève. Pour ma part, je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine vu que demain c'est férié. Nous ne serons pas là. Par contre, nous serons de retour avec vous dès lundi. Donc ciao ciao, bonne journée, je vous embrasse tous.